Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi en tout cas, j'ai passé une bonne semaine et on est dans un Uptober. Et oui, on est repassé en positif avec plus 7%. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce vert de ce côté-là. Est-ce que c'est le signe du début du bull run? J'ai envie de vous dire qu'on en est vraiment pas loin. Je suis très bullish actuellement, je sais qu'il y a encore certains risques, je sais qu'on peut aller retracer certains niveaux, je vais vous expliquer tout ça, je sais aussi ce qui est en train de se passer au niveau de la macroéconomie, on a des événements qui sont assez forts, des retournements de situation qui nous montrent que, en effet, dans les mois à venir, ça va être un petit peu plus compliqué, et il faut le prendre en considération dans la structuration du bull run. Je vous explique tout dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et on va parler BTC, on va parler crypto-monnaie, oui, c'est sûr et certain, on va parler de notre ami BTC, de la clôture weekly que nous avons eue, donc c'est-à-dire la clôture de la semaine, sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui est globalement les dérivés des institutionnels, ce par quoi les institutionnels jouent, et c'est très important, cette clôture, c'est la première que l'on a au-dessus du bull flag. Donc là, on a vraiment un événement qui est suffisamment fort pour montrer que on a une volonté d'aller casser. C'est pour ça que je suis bull, mais est-ce qu'il y a que ça? J'ai envie de vous dire non. Il y a plusieurs autres éléments à prendre en considération. On a encore des éléments à aller casser, à dépasser, à actionner, en fait, pour rentrer vraiment dans la phase de bull run, et c'est pour ça que je pense qu'on peut avoir un retest. Mais avant tout, j'aimerais vous parler vraiment de la macroéconomie, parce qu'il se passe quelque chose au niveau de la macroéconomie qui est suffisamment fort pour pouvoir anticiper ce qui va se passer sur le bull run et les modifications qui vont se faire. La première chose, ça va être l'euro-dollar qui est en train de s'effondrer. Ça fait déjà un petit temps que je suis en train de surveiller ça, mais là on est en train d'être rejeté, on en avait parlé, ce bloc ici qui est en attente, ce deuxième bloc, on avait parlé il y a déjà voilà, 6 mois, plus de 6 mois, dans lequel on disait que si on tapait ici, on allait certainement être rejeté assez fort, ça a pris du temps, on a été rejeté fort, on est en train de retester ici un support très important, et donc c'est ce qui fait principalement que le dollar est en train de monter actuellement. C'est pour ça aussi que la force du dollar donne de la puissance ici au S&P, étant la représentation de la puissance américaine. Oui, on voit un S&P qui pousse fort, très fort, Nasdaq pareil, quand même un petit peu en dessous quand on compare les deux, on voit une clôture quand même sur le S&P qui est beaucoup plus fort que sur le Nasdaq, donc la tech un peu en dessous, on va revenir dessus, mais globalement, il faut comprendre qu'on a les États-Unis qui sont en pleine forme. Alors là, c'est l'image qu'on veut nous donner, qui est plutôt classique, on rappelle qu'on a dans quelques jours les élections américaines, le 5 novembre exactement, ça se rapproche très vite, et il est très rare, à l'arrivée des élections américaines, donc plus la date se rapproche, d'avoir une économie et des chiffres qui soient négatifs, parce que c'est une généralité. On l'a toujours eu comme ça, c'est en faveur du président et du parti qui est au pouvoir, et donc forcément, on veut défendre cette partie-là, et c'est ce que l'on voit ici, donc je pense qu'on va continuer sur cette tangente-là pendant un certain temps. Mais est-ce que ça veut dire que l'économie américaine se porte bien? Est-ce que l'économie mondiale se porte bien? C'est la grande question qu'il faut se poser. Alors vous inquiétez pas, ça va pas impacter notre notion de bull run, mais ça va modifier peut-être la notion de temporalité. Gardez-le en tête, on va revenir dessus. Alors je sais que certains d'entre vous adorent la macroéconomie, d'autres beaucoup moins. Je vais essayer de faire ça très simplement et très rapidement, mais il est important de comprendre que on a quand même beaucoup d'investissements au niveau des banques qui sont en négatif, et ça c'est très important, et ça on le voit depuis 2022, depuis qu'on a eu l'hyper-accélération au niveau des taux américains, d'accord, mais mondiaux de base, il n'y a pas que l'Amérique, il y a l'Europe aussi, donc on a beaucoup de banques qui sont, on va dire, dans le négatif. Voilà, très clairement, ils sont dans le négatif, pas encore réalisé, mais ils sont dans le négatif tout court. Pourquoi c'est pas réalisé? C'est parce qu'il faut comprendre comment une banque fonctionne, surtout aux USA. C'est très simple, ils ont une obligation de détenir un certain pourcentage qui est très faible en liquidité, d'ailleurs, et le reste, ils investissent. Ils investissent où? Dans les bons trésors américains pour la majeure partie. Et donc, si ces bons trésors américains sont sur 20 ans et sont dépréciés, parce que comprenez bien que quand vous avez acheté des bons au trésor qui vous ramènent 0,5% à l'année sur 20 ans, c'est compliqué face à des bons au trésor maintenant qui sont à 3,5, 4, 5, en fonction du moment où vous les avez achetés, sur 20 ans. Donc forcément, les gens ont vendu les anciens pour en racheter des nouveaux, qui sont beaucoup plus rentables. Et donc, quelque chose qui valait peut-être 100 $ en vaut maintenant 80, donc on a une perte qui est en attente, qui est subsidiaire,
mais qui n'est pas activé tant qu'on n'a pas vendu. Le célèbre, tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. C'est un peu le même principe au niveau des banques, et ça on le sait depuis longtemps, c'est en tension, et il n'y a pas que nous qui le savons, il y a la Fed, bien évidemment, et qui assure cette partie-là. Gardez-le en tête, parce qu'on va parler d'impression monétaire tout à l'heure, et je pense que ça, c'est un vecteur pour nous dire que dans tous les cas, il y aura une impression monétaire. Il y aura une impression monétaire, il n'y a pas de risque au niveau des banques américaines, peut-être un petit peu plus sur les banques internationales, mais tout ce qui est systémique sera sauvé par une impression monétaire massive. Et donc, somme toute, c'est plutôt positif pour, ici, l'économie américaine, mais ça n'empêche qu'on a une économie américaine qui est compliquée. Il va falloir ressortir de cette zone-là, ça va prendre du temps, donc ça veut dire qu'on aura certainement une tension économique qui sera relativement forte, et surtout une impression monétaire si jamais on a une activation d'un bank run sur les banques américaines qui se mettra en place de ce côté-là. L'autre chose qui est surveillée, c'est ici le Nasdaq. Nasdaq qui a peut-être un petit peu de mal, on va cacher tout ça, qui a peut-être un petit peu de mal de ce côté, la tech US, tech US qui est en cours de transformation avec l'intelligence artificielle, c'est elle clairement qui a redonné le go pour nous sortir de cette chute et de cette baisse drastique que l'on a connue justement sur cette crise inflationniste. C'est la tech US qui a porté le S&P 500 pendant toute une période où les banques régionales américaines faisaient un peu la gueule, clairement. Donc on a globalement une économie américaine qui reste solide, somme toute, dans lequel on est soutenu par une impression monétaire. Alors, combien de temps ça a duré, ça c'est encore une autre question. Et à côté, on a la tech US qui est un peu en dessous dans une phase de respiration, de prise de profit, avant de potentiellement repartir. Et ça, c'est ma vision unique à moi, malheureusement, dans cette représentation, dans cette idée-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le monde entier ? Le monde entier, il y a quelque chose qui choque tout le monde, c'est le pétrole. Le pétrole qui s'enfonce et qui continue de s'enfoncer, alors qu'on a une géopolitique au niveau du Moyen-Orient qui est quand même au bord de l'embrasement, et au bord de l'embrasement étant un euphémisme, mais du coup on a le pétrole qui chute. Pourquoi ça chute ? N'a-t-on pas peur, justement, qu'il y ait une problématique au niveau de la distribution de pétrole ? On ne devrait pas avoir une surconsommation de pétrole, normalement ? J'aurais vous dire, normalement, oui. Pourquoi, à ce moment-là, est-ce qu'on a un pétrole qui baisse ? Alors que à côté, on a bien de l'or qui monte. L'or étant la valeur de réserve, et donc si vous voyez l'or qui monte, c'est généralement qu'on a une instabilité géopolitique internationale, et les gens se protègent en achetant de l'or, parce que potentiellement on pourrait avoir un crack financier, parce que potentiellement on pourrait avoir une guerre beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'est actuellement, ou pourquoi pas avoir une crise sur une monnaie à un moment donné. Et donc, on a l'or qui monte. Donc on a l'or qui monte, et à côté on a le pétrole qui, normalement, devrait aussi monter. Sauf que ce n'est pas le cas. Pour deux raisons. C'est que, nous avons déjà un contrôle au niveau du Moyen-Orient qui est effectué par la présence très forte des USA, et deuxième chose, et ça c'est vraiment international, c'est que on est en train de pricer une baisse mondiale de l'économie et de la croissance économique. Notamment au niveau de la Chine, ça se voit sur les différents indicateurs que l'on a pu avoir, que ce soit sur les prévisions, la baisse des prévisions de progression et de croissance au niveau du PIB de la Chine, que ce soit les levées de fonds de la Chine, et on rappelle que la Chine a été pendant plus d'une décennie le moteur vraiment de l'économie mondiale et de la consommation de pétrole, et c'est une réalité, et donc forcément, quand on a une baisse du moteur, tout baisse, et c'est ce que l'on voit au niveau de cette zone-là, où on voit qu'on va retester certainement la partie basse, donc qui va être les 64-65 $, et là il faudra voir si on casse plus bas ou pas, d'accord ? Et donc à contrario, on a l'or qui monte, donc on a d'un côté une récession peut-être mondiale qui est en train de se mettre en place, ou une baisse en tout cas du régime mondial, et à côté l'or qui est en train de monter. Et c'est plutôt en fait logique d'un autre côté, quand tout est parfait, à ce moment-là tout le monde est en croissance, quand on est dans une géopolitique de croissance générique, tout va bien, donc il n'y a pas besoin d'aller vers de la réserve de valeur, donc notamment sur l'or. Et généralement, quand c'est comme ça, le pétrole monte parce que tout le monde veut consommer du pétrole pour aller dans cette phase de croissance. Et ce n'est pas le cas actuellement. Nous avons une opposition des deux, et ça se voit très bien ici sur ce graphique, qui est le pétrole divisé par l'or, qui est ici les bougies japonaises classiques que l'on revoit ici. Et à côté, nous avons en couleur jaune et en couleur violette, le S&P 500 et le Nasdaq. Nasdaq étant en jaune et S&P 500 étant en violet. On va retirer juste le Nasdaq, on va garder le S&P 500 pour simplifier le graphique. Et habituellement, on a en fait une corrélation très forte entre les deux. C'est-à-dire que, de base, quand on a le ratio qui diminue,
d'accord, nous avons ici une décroissance. Pareil, une phase de croissance, normalement, on a ici quelque chose qui est plutôt tendu, dans lequel on a une forme de respiration, une consolidation. Et quand on a une chute drastique, ici, on le voit bien. Sauf que, oui, sur cette période inflationniste, ça a été le cas. Et ensuite, ici, à partir de 2023, on voit qu'on a un changement drastique de mise en place, où on a une chute qui s'effectue alors qu'on est en train de pousser drastiquement entre les deux. Et ça pour moi, vient du fait qu'on a une explosion de l'or, on a une augmentation de la structuration géopolitique mondiale, et c'est un petit peu ce qui est en train de driver les marchés. Alors là-dessus, est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce que ça va influencer notre bull run? Parce que globalement, je vous raconte tout ça, c'est qu'il y a une finalité derrière, vous le pensez bien, c'est que pour moi, ça pourrait être vu comme quelque chose de négatif, la mise en place d'une récession, mais je ne pense pas, ou je pense que cette récession va être forte, mais courte, mais c'est surtout le signe d'un changement structurel de l'économie mondiale qui est en train de se faire, et on a un marché qui est en train de se structurer autour de ça. On a plusieurs éléments. Un, oui, la géopolitique qui est en conflit. Deux, la structuration de la dédollarisation. Et trois, l'avènement de l'intelligence artificielle dans, justement, une nouvelle économie qui serait plutôt bipolarisée et dans lequel on aurait, justement, peut-être une structuration autour de l'automatisation. Mais ça, c'est encore une autre discussion à côté. Donc pour moi, certainement, on aura beaucoup de volatilité, que ce soit à la hausse, mais aussi à la baisse, et dans le bull run et dans la fin de bull run, il va falloir peut-être s'accrocher de ce côté-là. Est-ce que pour moi la récession, elle est demain? Non. Est-ce que pour moi, on a un signe qui nous empêche de partir à la hausse? J'ai envie de vous dire non, et ça, le meilleur endroit à regarder, c'est le flux des liquidités. On est reparti, quand on regarde le money stock, sur une phase haussière, déjà depuis un certain temps. Depuis 2024, on voit bien qu'on a un changement, un shift qui a été effectué, et qui a commencé en mai 2023, où on avait ici une divergence entre les RSI et justement la structure du money stock, où on voyait bien qu'on avait ici une diminution, une augmentation pardon, du momentum et une diminution qui commençait à ralentir, et donc derrière un redépart aussi, et on voit bien que là on est en train de recasser un high, et oui on fait de l'analyse technique dessus, c'est obligatoire, on consolide au-dessus, donc on a bien une tendance qui est en train de s'inverser, et donc pour moi on a une tendance qui va certainement aller chercher plus haut. Et donc, si on a une impression monétaire, j'ai envie de vous dire, c'est positif. C'est positif avec nos actifs, c'est positif avec le BTC, avec les actions. C'est pour ça aussi qu'on a ici le Nasdaq et le S&P 500 qui poussent, c'est parce qu'on imprime de l'argent. Et à un moment donné, il va falloir aller chercher du risque. Et ce risque-là, bah, on le voit aussi ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de jours positifs d'inflow, donc c'est-à-dire de rentrée d'argent au niveau des ETF Bitcoin. On a parlé dans la quotidienne, on a dit que déjà c'était vraiment pas mal d'avoir 3 jours consécutifs avec autant de mouvements. Je vais vous dire, on est à 5. On a eu une semaine vraiment très forte, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Les moments très forts que l'on a eu, c'était dans cette période-là, et encore, c'était bien inférieur. Là, on est dans du niveau vraiment équivalent à ce qu'on a connu en mars, en février, et donc dans les débuts de cet ETF. Et ce n'est pas racheté dans un niveau bas. C'est ça aussi qu'il y a à prendre en considération, c'est qu'on achète, ces injections sont liées dans la partie haute du bull flag, dans l'endroit où on est censé être rejeté, où on est censé baisser. Là, ce n'est pas le cas, on maintient ce niveau-là, et on a clôturé au-dessus du bull flag. C'est un premier signe très, très positif. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas retester un petit peu plus bas? Non. Mais ça veut surtout dire qu'on a un signe très, très bullish dans ce premier temps-là. Quand on regarde un petit peu plus où on en est, on voit qu'on travaille. On voit qu'on travaille dur, c'est compliqué, c'est pas simple. On a eu un premier rejet, deuxième rejet ici, et où on a réussi à casser, on est en train de retester cette partie-là, les 68 400, qui est un niveau relativement important, et je pense qu'il y a moyen d'aller retester encore une fois les 67 382, jusqu'à potentiellement, globalement, les 66 800, pour faire une continuité de tendance, d'accord? Ça, pour moi, si on consolide ici dans cette zone-là, je pense qu'on ira casser l'ATH précédent, les 69 000, qui ont toujours été compliqués, et on rappelle que le niveau le plus important qu'on doit casser, donc je vous ai dit que ça, c'était le premier signe, bullish. Donc là, on peut le check. Le deuxième signe bullish et qu'on attend, et qui est plus ou moins pour moi le dernier signe, c'est ici, les 70 000 $. On doit casser 70 000 et consolider au-dessus pour aller, et je pense qu'on ira très très vite. Quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, et ça c'est intéressant, ça va être sur les différentes zones. On voit qu'on a déjà tapé une première partie des liquidations, et là on va taper la deuxième partie. Là, ce que l'on ne voit pas sur ce graphique-là, c'est que ici, c'est excessivement dense, et donc on peut très vite aller
jusqu'à 75 000, voire même 80 000 $, juste en faisant du short squeeze. Et si on casse cette zone-là, hop, on retourne sur le bon graphique, si on casse les 70 000, ce sera véritablement le signe, et là on aura vraiment une hyper accélération. Pour moi, le fait de voir déjà ce travail au-dessus, et qu'on a réussi à retester, à maintenir, repasser au-dessus, c'était excessivement bullish. Donc pour moi, le premier niveau de retest à surveiller, ça va être ici. Si on maintient ça, c'est certainement le plus bullish pour moi, pour aller chercher les 70 000. Le deuxième niveau, si jamais on retrace un petit peu plus profondément, ça va être ici, cette zone-là, 65 000, pour pouvoir repartir. Ici, ce sera tout aussi bullish pour moi. Pour une autre raison, c'est que si on regarde le momentum structurel, et si vous regardez, on sera bien dans la continuité de cette impulsion haussière pour aller chercher cette zone-là de redépart. Et pourquoi c'est important ? Parce que j'aime beaucoup, en fait, les zones de consolidation à plusieurs indicateurs, et quand on regarde, c'est une zone de support et de résistance qui a souvent été utilisée ici, ici, ici. Encore une fois, on est allé retester cette partie-là. On voit que ça a été très très souvent joué au niveau de résistance, et donc ça veut dire que ça va être un très fort support, et on est dans la zone pure et dure de rechargement de Fibonacci pour repartir. Et quand on regarde juste, vous savez que j'aime bien les tendances, mais on est en train de structurer une tendance qui est très intéressante, c'est-à-dire que là on a bien une dynamique haussière qui est en train de se valider. Là ce que l'on attend serait peut-être ici faire un petit plus bas tranquillement pour reprendre de la force et aller casser à la hausse, pour aller casser la grosse tendance qui est ici. Ça va être défendu, ça va être défendu très fortement, donc il faut du momentum pour aller chercher ça. Donc encore une fois, on est très très bien parti. Est-ce que ça veut dire qu'on va casser tout de suite à l'instant T? Non. Mais encore une fois, on est dans la mise en place d'un momentum qui est plutôt bullish. On ne s'est pas fait rejeter salement, comme historiquement, on a inversé en fait l'historique que l'on a pu déjà vivre ici. Par quoi? Par cette clôture que l'on a eue. Encore une fois, je vous remets ce graphique-là. Tout simplement, je pense que ce graphique parle de lui-même. On a clôturé cette semaine au-dessus du bull flag, quelque chose que l'on n'a pas fait. Que ce soit, même si vous voulez regarder autrement, en prenant juste, par exemple, le corps de bougie, d'accord, on voit qu'on a clôturé au-dessus de la tendance des corps de bougie. Donc ça montre bien qu'on a bien une impulsion très forte qui est en train de se faire, et que cette impulsion, il est probable que oui, à un moment donné, on aille retester cette partie-là, pour aller chercher plus haut. Et est-ce que c'est mal? J'ai envie de vous dire non. Là-dessus, encore une fois, ce sera peut-être un momentum à racheter, mais encore faut-il qu'on l'ait. On peut très bien clôturer un dimanche et enchaîner sur une semaine d'accélération haussière. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu, c'est-à-dire que quand on a des semaines comme ça, fréquemment, c'est pas qu'une semaine, ça peut être une deuxième semaine, et il nous faut encore des injections monétaires de ce style-là pour repartir à la hausse très fortement. Et ces injections, elles viennent d'où? On boucle sur ce que je vous ai dit. Elles viennent d'une injection monétaire réelle, d'une baisse de taux réelle qui est en train de se faire, donc ça veut dire qu'on est en train d'imprimer de l'argent. Par contre, ça veut aussi dire qu'on va avoir un cycle qui est aussi basé sur l'incertitude géopolitique, avec potentiellement des enclaves de récession à des endroits sur le globe, où il faudra faire très attention et avoir une stratégie vraiment solide dans la prise de profit. À ne pas être dans « je veux faire x10 et je vends un x10 ». Non, il faut structurer votre prise de profit, ayez conscience réellement des objectifs que vous avez, de comment vous allez les atteindre, d'à quel moment vous allez dérisquer votre portefeuille, comment vous allez gérer justement vos stratégies de vente dans tout ça. Si ça ne vous parle pas, j'ai à disposition un commentaire en description, ma méthode d'investissement où je vous explique les 4 étapes, et dans lequel, en effet, cette partie de stratégie de vente est traitée et essentielle, en fait, dans la validation des points que vous devez avoir. Parce que si vous ne l'avez pas, ça veut dire que potentiellement, si jamais on a une rupture, parce que c'est un petit peu ça, on a une économie qui est en train de changer, qui est en train de se transformer, et quand on est dans une transformation, on peut avoir des ruptures, certes temporaires, mais des ruptures quand même, et ça veut dire peut-être des arrêts prématurés, d'une hyper-accélération, d'un bull run, et il faut être prêt dans ces phases-là, et pour moi, il n'y a rien qui nous empêche de rentrer en bull run maintenant, mais rien ne dit que dans 6 mois, on n'aura pas un retournement de tendance beaucoup plus brusque que ce que l'on a déjà connu. Il va falloir être très assidu et vraiment être préparé. Encore une fois, déjà de base, l'investissement en crypto, ce n'est pas facile, c'est certainement le plus compliqué des investissements, et dans cet environnement-là, on a d'autant plus d'incertitudes, donc il va falloir être
préparé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la situation où on en est, sur ma vision des choses, là où je me trouve et comment je vais me positionner. Et si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.